Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, bonne année. À vous également. Une année qui commence de manière très politique et sociale, autant de sujets qui vous passionnent. On l'a entendu à l'instant, Elisabeth Borne tout à l'heure présente la réforme des retraites du gouvernement. On ne connaît pas encore les arbitrages, mais on a vu se décider ces derniers jours l'idée d'un report de l'âge légal à 64 ans avec un allongement, une accélération du calendrier d'allongement de la durée de cotisation. Pour vous, ce sera non dans tous les cas, quelle que soit la réforme présentée tout à l'heure? Oui, rien ne le justifie. Le système des retraites n'est pas en danger. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, de votre point de vue? Oui, mais même du point de vue du Conseil d'orientation des retraites, ce COR, ce corps dont on parle beaucoup, qui est une instance qui considère qu'il n'y a pas une trajectoire, qui montre qu'il y aurait... Il dit quand même qu'il y aura un déficit au cours des 25 prochaines années. Non, qui dit qu'il y a un déficit jusqu'à 2032 et qu'après, progressivement, pour parler clairement, sur la part du PIB qui est consacrée aux retraites aujourd'hui, qui est de l'ordre de 13,8%, il y aura une légère augmentation, puis après, ça peut même rebaisser pour que, nous dit le corps, en 2070, ça peut sembler long, même on sera en dessous. Le gouvernement, Alexis Corbière, entend engager cette réforme. Oui, non, mais attendez, c'est important. Non, mais vous dites, puisque, commençons par là. Oui. C'est-à-dire qu'en vérité, ce dont on parle, c'est les retraites, la totalité, c'est 246 milliards, et on parle du fait... À l'heure où nous parlons, le régime est encore excédentaire. Oui, mais il y aura quelques milliards... Mais c'était l'opportunité de faire la réforme. Bah oui, parce que c'est quand même fondamental. J'entendais Pascal Perry dire aujourd'hui, si on vit plus longtemps aujourd'hui, ce qui reste à démontrer selon ce que l'on est une catégorie supérieure ou pauvre, parce que là aussi il y a une forte inégalité. Il y a 13 ans d'espérance de vie différente. C'est grâce à la retraite. Rentrons dans le détail, parce que il y aura des règles, c'est ce que dit le gouvernement, qui seront modulées. Par exemple, pour ceux qui ont des métiers plus pénible et peut-être, vous avez raison, dans certains cas, une espérance de vie plus faible. Il y aura des dispositifs carrière longue, carrière très longue, pénibilité, une retraite minimale portée à 1 200 €. Tout ça, est-ce que ce ne sont pas des avancées sociales? Alors, pardon, je ne fais pas de langue de bois, je vais écouter Mme Borne dans le détail, parce que concernant les critères de pénibilité, par exemple, lors de la précédente mandature, sur les 10 critères de pénibilité, la majorité actuelle, enfin le gouvernement actuel, en a supprimé 4. Donc j'ai du mal aujourd'hui à leur dire il y aura des critères de pénibilité, alors que ce qui était les charges lourdes, etc., n'ont plus été considérés comme étant des éléments de pénibilité. À l'époque, tels qu'ils avaient été définis, je précise pour nos téléspectateurs, ils n'étaient pas praticables, pas applicables. Et alors, l'idée, c'est de chercher quelque chose d'applicable. Alors maintenant, ils ont trouvé ce qui est praticable, d'accord? Donc, vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien compris qu'il y a une volonté de nous vendre, mais je vais le regarder dans le détail comme législateur, et tout le monde va le regarder dans le détail. Qu'est-ce qui est annoncé? Mais on nous annoncerait quelque chose de social, alors que les mêmes ont détricoté le droit social, y compris sur le critère sur lequel ils veulent aller, la question de la pénibilité. Mais je le répète, non mais attendez, je ne vais pas tourner autour du pot. C'est une question aussi, au-delà des éléments économiques, je le répète, le système des retraites en vérité n'est pas en danger. Il y a des choix d'ailleurs d'affaiblissement des recettes publiques qui sont faits actuellement par ce gouvernement. Par exemple, la cotisation sur la valeur ajoutée. Une retraite minimale à 1 200 €, ça aussi, ça affaiblit les finances publiques et l'équilibre du régime. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? On peut le... Mais si c'est le cas, c'est bien, mais on peut le faire. Il faut voir dans quelles conditions, mais sans demander à des millions de salariés de travailler plus longtemps. Quel est le problème? Moi, j'ai participé à une réunion de travail au ministère de M. Dussopt, qui annonçait lui-même, c'était parmi les premières réunions, que nous avons un problème en France qui est celui du faible taux d'employabilité, chacun comprendra un peu ce barbarisme, qui est de nos concitoyens à partir de 55 ans. Ceux qui nous regardent le vivent peut-être. On a beaucoup de salariés qui, à cet âge-là, ne sont plus en emploi parce qu'ils ont perdu leur boulot. Le gouvernement veut aussi mener. J'entends bien. Alors, tout le monde comprendra qu'alors que nous avons ce problème, qui fait que d'ores et déjà, on a du mal à avoir la totalité de ces annuités et d'aller jusqu'à l'âge légal actuel, je ne vois pas pourquoi, en repoussant la possibilité de bénéficier d'une retraite complète, on va faciliter ça. C'est une difficulté. Le gouvernement vous dit que c'est mécanique. Mais oui, mais alors, pardon, Adrien Gendre, je suis d'accord avec vous, mais là, je ne suis pas convaincu. Je ne vois pas en quoi repousser le moment de déclenchement d'une retraite complète amènerait à ce que les employeurs disent écoutez, à 55 ans, je vous garde dans l'emploi. Bon. Parce que l'horizon s'éloigne, que le problème, c'est pas l'âge en tant que tel, c'est la proximité de la retraite qui joue. Non, le problème, c'est le corps physique, là, pour le coup. C'est que quand les gens sont fatigués, parce que pour plein de raisons, ils sont usés psychologiquement ou physiquement, c'est le moment où souvent les employeurs... le gouvernement vous dit on va améliorer les conditions de travail tout au long de la vie. Et pourquoi ils ne le font-ils pas
améliorer les conditions de travail sans pour autant faire subir une punition à des millions de gens. Un point de vue différent. Parce qu'ils veulent faire des économies, cher Adrien Gindre. Oui, parce qu'ils estiment que la pérennité du système de retraite est en jeu. Vous avez une divergence d'appréciation. Non, parce qu'ils veulent compenser le fait que chaque année, il y a toute une série, notamment de déductions fiscales. Vous savez qu'actuellement, il y a près de 2 millions de salariés qui ne cotisent même plus au système des retraites. Tout ça, c'est autant de cadeaux qui sont faits aux employeurs. Et je pense qu'on peut faire des économies, notamment en demandant aux groupes qui ont fait des bénéfices de participer à l'effort national plutôt que demander aux salariés et aux femmes en particulier. Restons sur les salariés si vous voulez bien, parce qu'en l'occurrence... C'est le même débat. Oui, bien sûr, mais il y a quand même des gens dont ça va être aussi la vie quotidienne. Par exemple, il y a le cas des régimes spéciaux. Le gouvernement dit, a priori, il y a des régimes auxquels on ne touchera pas du tout. Les marins-pêcheurs, l'Opéra de Paris, la Comédie Française. Et pour les autres, on fera la clause du grand-père. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans 40 ans que ça s'appliquera, parce que ça va être très progressif. Ceux qui sont aujourd'hui à la retraite ne seront pas, ou qui sont sur le point d'aller à la retraite, ne seront pas concernés. Est-ce que ça, vous y voyez pas, malgré tout, des volontés d'apaisement, des mains tendues? Et vous savez ce que ça veut dire, la clause du grand-père? C'est la clause de n'allez pas manifester. Ça veut dire ça. Ça veut dire je fais une réforme, mais ne sortez pas dans la rue, surtout qu'il y a la grande crainte du gouvernement, parce que ce sera pour les générations suivantes. Maintenant, dans ce pays, il y a une chose qui s'appelle la soif d'égalité, de justice. Et je suis persuadé que dans ce pays, premièrement, les gens, ils ont à se mobiliser parce qu'ils vont être concernés et qu'ils ne veulent pas que pour leurs enfants aussi, il y ait une vie de souffrance qui se mette en place. Donc la clause du grand-père, là, on aime tous nos grands-parents, mais en vérité, c'est uniquement une astuce face à un gouvernement qui voit qu'il est minoritaire. J'aimerais dire ça, Adrien Gindre, au-delà des aspects économiques, que sur le plan démocratique, il y a un problème. J'affirme sur le plan démocratique que M. Macron n'a pas été élu pour faire cette réforme. Premièrement, elle était dans son programme. Au soir du deuxième tour, au moment de sa victoire, il dit... Je me sens obligé, quelque chose m'oblige. Je sais, dit-il, je le cite de mémoire, que beaucoup d'entre vous n'ont pas voté pour moi, pour mon programme et pour faire barrage à l'extrême droite. Donc Emmanuel Macron, il n'y a pas une majorité politique. Que son programme, c'était l'âge légal à 65 ans. A priori, c'est pas ce qu'il va faire, puisqu'il y aura eu beaucoup de concessions. Alors ça, c'est comme si, Adrien Gindre, je vais vous couper tout le bras. Non, rassurez-vous, finalement, je ne vous coupe plus la main et vous allez me remercier. Alors, sur la légitimité, quand même, Alexis Corbière. Non, il n'y a pas de légitimité, c'est pas démocratique. Il menace même. Il y a un Parlement. Non, pardon, Alexis Corbière. Il y a un Parlement qui est en charge de voter la loi. Si le gouvernement trouve un compromis avec les Républicains pour voter la loi, les institutions auront été respectées. On aura une majorité parlementaire qui aura voté une loi conformément à la Constitution. Et avec des si on mettrait Paris en bouteille, mais je vais vous prendre au mot, et vous avez raison, le gouvernement a menacé d'utiliser le 49.3. Il est temps d'abolir le 49.3. Il a menacé le Parlement que de toute manière... Et vous savez, j'avais discuté avec des membres, y compris de Renaissance... Il essaye de trouver une majorité, justement, avec les Républicains. C'est pas avec la NUPES. Est-ce qu'il peut prendre l'engagement au moins qu'il n'utilisera pas le 49.3 dans le débat et que ce ne sera que par une majorité parlementaire? Déjà, ce n'est pas le cas, il menace. Deuxièmement, j'affirme aussi que, ça n'est pas démocratique de toute manière de faire une alliance avec un parti dont la candidate a fait 5% à l'occasion de l'élection présidentielle, et de toute manière, toutes les études d'opinion le démontrent à ce stade. Bon sang, j'ai l'impression de dire quelque chose d'incroyable en disant qu'il n'y a pas une majorité là-dessus. Mais parce que vous inventez vos propres règles institutionnelles, Alexis Corbière. C'est pas interdit par la Constitution de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. À condition qu'ils disent que s'il ne la trouve pas, il n'utilisera pas le 49.3. Et j'ai entendu Madame la Première ministre dire que la possibilité de sortir en 49.3 est toujours sur la table. Et s'il l'utilise, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi conforme à la Constitution. Bien, cher Adrien Gindre, ça s'appelle un déni de démocratie. Et si les Français l'acceptent, je ne crois pas, moi. Je ne crois pas que les Français ont envie qu'on utilise un des traits les plus autoritaires d'une constitution de 1958 qui a été faite dans un moment particulier de notre vie politique où il y avait la guerre d'Algérie, la menace d'une guerre civile, et qu'il y a des traits autoritaires dans la constitution de 58. C'est pourquoi l'homme que vous avez devant vous est pour une 6e République beaucoup plus parlementaire. Moi, je suis pour abolir tous ces droits, notamment de monarchie présidentielle, qui fait qu'un homme seul peut décider contre l'avis de 577 députés. Bon sang, je suis parlementariste et républicain. Et je suis même, pour tout vous dire, c'est un autre débat, pour abolir cette monarchie présidentielle et avoir un régime plus parlementaire. On ne peut pas brutaliser le peuple. Revenons à l'essentiel, ça n'est pas démocratique. Et c'est la raison pour laquelle j'invite les Français, à la fois sur des questions économiques, leur réforme est une aberration. On va faire travailler les gens plus longtemps. Marque encore plus une forme d'injustice. Et sur le plan démocratique, il y a un problème. Sur la légitimité, encore un mot. Hier, le patron du parti Renaissance, Stéphane Séjourné, s'est exprimé à ce sujet, sur votre position, et sur le fait que vous remettez en cause la légitimité des élus. Il dit, je mets en garde parce qu'il faisait... Où est-ce que je remets en cause la légitimité des élus ? En l'occurrence, il y a des parlementaires, des députés qui sont au Parlement pour voter la loi. Si vous contestez la légitimité des députés de la majorité républicaine à voter la loi, vous remettez en cause leur légitimité. Alors pardon, je ne sais pas dans quelle langue je me suis exprimé. J'ai juste demandé à Madame la Première ministre d'ores et déjà de commencer cette négociation en disant que dans tous les cas de figure, elle n'utilisera pas le 49.3. Alors c'est bien de le préciser, donc ça veut dire que si la réforme est votée par la majorité et les républicains, vous ne contesterez pas, vous considérez qu'ils sont légitimes à le faire. Oui, attendez, je ne suis pas un trumpiste ou un bolsonariste.
je ne vais pas inviter à ce qu'il y ait une émeute. Je suis en train de dire à ce moment-là que, premièrement, il faut que le Parlement soit respecté. Deuxièmement, parce que je suis un démocrate et un républicain, je sais qu'il y a aussi une démocratie sociale qui existe, et j'applaudis les organisations syndicales qui sont dans l'unité. Ça fait une fois depuis 12 ans que de la CFDT qui vont se réunir ce soir pour déterminer. Je dis bravo. Je les invite à nous donner des dates et un calendrier de mobilisation sociale pour que la démocratie politique, parlementaire, soit nourrie aussi d'expression de démocratie sociale. Nous, on a déjà mis la date du 21 janvier. Un peu la charrue avant les bœufs, si je peux me permettre, Alexis Corbière. On verra. Non, mais c'est une date, je l'ai appelée de sommation, qui consistait au mois de décembre dernier, de dire Philippe au moins... Martinez dit qu'il ne faut pas que les politiques fassent à la place des syndicats. Mais il a raison. Il a raison, il a parfaitement raison. Et je dis, Philippe, tu as parfaitement raison. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, je vais écouter attentivement Mme Borne, mais je vais surtout écouter, après la réunion de l'intersyndicale qui se réunit, et leur date sera la nôtre, de toute manière. Donc ça, Alexis Corbière, c'est un peu un message aussi à vos camarades pour dire, c'est aux syndicats d'être en première ligne, laissons les syndicats mener la bataille, et nous, on sera en soutien. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est mon opinion, ma ligne, tout le monde le sait. Je l'ai dit dans des différentes déclarations encore récemment. Nous sommes dans un moment où le politique ne doit pas disparaître. Je vais organiser, avec mes amis de la NUPES, on va faire des meetings dans toute la France, des meetings unitaires. Il y en a un ce soir qui est à Paris, au Salle Olympe de Gouges, il y en a un le 17 qui est dans le gymnase Japy. Dans toute la France, si des amis me regardent, on va se déplacer. Mais dans les deux cas, Olivier Faure, avant que les syndicats se soient prononcés. Non, mais ça, c'est le politique, où on explique, nous, politiquement, la critique que nous portons. Oui. Mais ça nourrit, me semble-t-il, l'action syndicale. Et je suis d'accord avec vous que le calendrier fort, l'agenda sur lequel j'invite tout le monde à être attentif, ce sont les dirigeants syndicaux qui vont nous le donner. Il est temps qu'ils s'expriment, c'est ce qui est prévu. Et il y a cette date du 21 que nous portons, nous aussi, janvier, qui ne s'oppose pas. Et tout ça est bien, et je pense que c'est le moment dans lequel on est. Mais je le répète, il y a un problème démocratique, un problème d'ordre économique, rien ne le justifie. Et c'est le moment, le parlementaire que vous avez devant vous va être extrêmement actif avec mes amis pour qu'au Parlement... Ça veut dire obstruction parlementaire? Ça veut dire qu'on va enrichir le débat parlementaire pour que toute la discussion il y a quelques semaines, mieux. à votre place, disait, on est 75 députés, on pourrait très bien déposer 75 000 amendements. Sur la première réforme des retraites, on était 17, on en avait déposé 17 000. C'est toujours la logique? Je ne peux que souscrire à ce que dit ma présidente. 75 000 amendements, c'est quand même colossal. Et bien sûr, mais d'ailleurs, ce qui est colossal aussi, c'est que plus de 40 millions de travailleurs français soient amenés à travailler plus longtemps, alors que rien ne le justifie, alors qu'on est dans un monde de grande inégalité. C'est à la hauteur... Vous savez qu'en faisant ça, Alexis Corbière, quand même, vous pousserez le gouvernement 49.3. S'il y a obstruction parlementaire, mais pour comprendre pas... Non, vous savez, il y a beaucoup d'outils pour discuter. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la technique parlementaire. Il peut y avoir aussi un temps contraint de discussion. Oui. Il y a beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas de quelle manière la discussion va être organisée. Et de toute manière, il y a aussi, sur une telle réforme, je ne souhaite pas que ça se passe, comment dirais-je, de manière sauvage et brutale. Ça doit prendre le temps de la discussion parlementaire. Mais ça dépend aussi de vous. Si vous contraignez le gouvernement à être brutal, vous avez une partie de la réponse entre vos mains. Je ne vous reconnais pas là, Adrien Gindre, de justifier, comment dire, des méthodes brutales au nom du fait que des parlementaires veulent exercer leur droit de parlementaire. C'est pas bien. Allez, très bonne réponse, je vous donne le point. Il y a un vote cet après-midi à l'Assemblée nationale, un vote solennel sur les énergies renouvelables. C'est un projet de loi d'accélération qui a été présenté par le gouvernement pour permettre leur implantation. Il y a différentes positions à gauche. Les écologistes ont dit qu'ils allaient s'abstenir, les communistes qu'ils voteraient contre, les socialistes, si on a bien compris, hésitent entre un vote favorable et l'abstention. Quel sera votre vote ? Je crois qu'en dernière analyse, on ne va pas voter cette loi, on va voter contre parce que... Voter contre ? Oui, parce pas l'abstention. Non, mais l'abstention est assez légitime aussi parce qu'il y a deux, trois petites choses là-dedans qui sont pas mauvaises, mais je veux dire, ça n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Il y a en vérité beaucoup d'aspects qui compliquent les choses, des législations qui existent déjà. Donc on ne se retrouve pas dans un texte. Il faut aller vers les énergies non renouvelables, mais pas ce texte. Mais vaut mieux pas des petites avancées que pas d'avancées du tout. Parce que si vous votez contre et que le texte échoue... Non, il n'échoue. Enfin, ça, on verra. Non, en l'occurrence, il est soumis à votre vote, au vote des parlementaires. Mais il y a une majorité... Bon, enfin, non, mais ce qu'il y a dans... Vous faites le pari que le texte va passer? Non, pas du tout. Ça n'est pas... Malgré votre opposition. Mais ça n'est pas ce que j'ai dit. Je considère que dans ce texte, il y a notamment toute une série d'affaieblissements de législation de protection qui ne vont pas et qui sont assez dangereuses. Et mes amis qui ont été ce qu'on appelle nos chefs de file sur le texte, après être rentrés dans la discussion avec plutôt une volonté d'essayer peut-être de s'abstenir à l'arrivée, etc., ont considéré, et je leur fais totalement confiance, qu'il y avait quand même plus de choses mauvaises dans ce texte que de bonnes. Voilà où on en est. Je fais juste une petite précision. On a commencé cet entretien en disant la NUPES va être unie contre les retraites, etc. Là, on est précisément sur un sujet sur lequel elle est désunie. Il n'y avait pas moyen de trouver un chemin convergent pour les 4 parties de la NUPES? Sur ce texte-là, on n'est pas tout à fait arrivé. Mais concernant la réforme des retraites, on est parfaitement unis. Ce qui montre bien que la NUPES, ce n'est pas la caporalisation des uns et des autres. C'est une union qui a été faite, mais qui, sur certains sujets, comme nous l'avons mis dans nos propositions
propositions, nos plus de 200 propositions que nous avons portées aux élections législatives. Il y a aussi des sujets où nous avons une appréciation légèrement différente sur un texte comme celui-là. Certains disant, eh bien, quelle est la hauteur du verre rempli, moitié plein ou un tiers plein. Bon, bref, on comprendra la comparaison dans laquelle je suis en train de m'ensabler. Mais voilà. Ça montre aussi que le gouvernement, Alexis Corbière, est aussi capable de travailler avec la gauche et pas qu'avec la droite, comme sur les retraites, parce que si le texte passe, ce sera aussi grâce à l'abstention, voire à quelques votes pour de la gauche. Vous savez, nous, on a réussi à faire adopter une réforme constitutionnelle une réforme pour constitutionnaliser le droit à l'IVG. Donc, s'il y a des bonnes choses par moment... En alliance avec la majorité, en pourquoi pas, enfin, dans la co-construction. Moi, je suis opposant et proposant. C'est pas le sujet. Mais je veux dire, sur des sujets fondamentaux. C'est pour ça que la retraite, il y a une intensité, j'y reviens. Mais là, on comprendra que la NUPES, elle est unie. Il n'y a pas un papier à cigarette entre les uns et les autres. Non à cette réforme. Et le front syndical, il est uni. On est passé vite, mais depuis 12 ans, c'est jamais arrivé, etc. Donc on est dans un moment... Vu qu'aujourd'hui, Mme Borne va parler, honorons Mme la Première ministre, soyons à la hauteur de ce qu'elle va annoncer. Je dis non, ce sera la grande réforme de la mandature de M. Macron. Je considère qu'il n'y a pas une majorité, que c'est antidémocratique, que rien ne justifie sur le plan économique, et il est temps de le dire dans la rue. Et je crois qu'on l'a entendu. Alexis Corbière, aujourd'hui, ce 10 janvier, ça devait aussi être la date du retour à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens. Vous nous confirmez qu'il ne reviendra pas aujourd'hui ? Je n'en sais strictement rien. Vous n'avez pas de contact avec lui ? Non. Et votre groupe ? À ma connaissance, non. Il est suspendu jusqu'au 13 avril. Voilà. Et je pense qu'au vu, je vais être franc avec vous, je ne vais pas faire là aussi contourner, au vu du moment médiatique qui est aujourd'hui de l'annonce de Mme Borne, je trouverais une erreur que d'autres choses viennent en quelque sorte parasiter ce moment où nous devons parler clairement, qu'on soit amené, moi et mes amis, à parler d'autre chose. Donc je ne crois pas que ce soit un moment pour revenir aujourd'hui. Voilà. Après, et le 13 avril, ce sera le moment de revenir. Vu les dernières déclarations d'Adrien Quatennens, c'est toujours opportun de le faire revenir après 4 mois ? Mon groupe parlementaire appréciera. Vous savez, il y a eu... et vous appréciez ça comment ? Mais attendez, moi, sur ce sujet-là, comme vous m'avez aussi invité en ayant des responsabilités dans le groupe, et que je suis favorable, je fais un petit clin d'œil, que vous comprendrez, à ce qu'on puisse discuter, et à partir où mon groupe parlementaire a discuté pendant deux séances, qu'il y a eu un vote, ce vote m'oblige, comme dirait Emmanuel Macron, et je défends la position de mon groupe. Nous avons décidé, après déjà 3 mois de suspension de facto de toute activité d'Adrien Quatennens, que pendant 4 mois jusqu'au 13 avril, il ne siège pas. Oui, il y a une clause de revoyure parce qu'il y a aussi des conditions qui ont été demandées à M. Quatennens, notamment le fait qu'il y ait un stage auquel il participe un peu de sensibilisation. Je ne sais pas où l'on en est à l'heure actuelle. Vous avez évoqué une interview qui a été faite sur BFM TV, sur vos confrères, après coup, dans lequel personnellement je ne me suis pas reconnu, franchement, qui me pose toute une série de petits sujets. Donc vous souhaitez qu'il y ait un nouveau vote ? Je pense que mes collègues, les 75 députés de mon groupe, voudront effectivement rediscuter de tout ça, voir où on en est, avec lui ou certains qui l'ont eu en contact. Voilà, c'est assez bien. Donc c'est une manière tout à fait saine de prendre les choses. Vous parliez du groupe, il y avait, je crois, hier après-midi, une réunion de votre groupe. Un séminaire de rentrée. Ça a servi à quoi ? Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Est-ce que vous êtes mis d'accord pour changer des choses dans la gouvernance ? Alors, chez vous, c'est toujours compliqué, il y a un peu le groupe et le mouvement qui se confondent. On ne sait jamais très bien qui décide de quoi. En l'occurrence, je crois que même vous savez plus très bien qui décide de quoi. Je rappelle pour nos téléspectateurs, il y a désormais un coordinateur qui a été désigné, Manuel Bompard, une coordination des espaces qui est un peu la direction du parti, mais dont vous n'êtes pas, ni Clémentine Autain, qui était à votre place la semaine dernière. Vous avez eu droit, si je ne m'abuse, à un conseil politique que Clémentine Autain contestait et dont elle ne comprenait pas trop l'intérêt et l'utilité. Est-ce que vous êtes satisfait de l'équilibre qui est trouvé aujourd'hui ? Alors là aussi, comment je vais vous dire les choses ? Je me suis fait entendre, j'ai critiqué des choses. Aujourd'hui, il y a l'annonce de la réforme des retraites. Je n'ai pas envie d'utiliser ce moment pour parler de la vie interne de la France insoumise, parce que ce serait un nombrilisme que mes amis, au sens large, me reprocheraient. Mais ça veut dire que tout est réglé ? Deuxièmement, hier, on a bien travaillé, je tiens à le dire. Je trouve positif, on a passé près de 3 heures. Beaucoup de remarques ont été faites par, j'ai le sentiment, d'une grosse partie du groupe parlementaire qui vont plutôt dans le sens que moi ou d'autres personnes ont porté, qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier, selon l'expression, j'espère que je l'ai dit dans le bon sens. On va travailler. La semaine prochaine, il y aura de nouvelles propositions qui seront faites. J'attends des modifications. Je crois que le message est passé. Et j'ai trouvé qu'il y avait, un aspect constructif. Et là, vraiment, je ne fais pas de langue de bois. On s'est bien parlé, on s'est écouté. Il y a des critiques qui ont été entendues, etc. Et des engagements qui ont été pris du fait qu'on essaie de trouver une solution. Vous me réinviterez ou quelqu'un d'autre, peut-être pour juger si ce que je dis vraiment a eu lieu. Je trouve ça bien. Et je le répète, parce que tous on s'est dit aussi, au-delà des critiques qui étaient vives dernièrement dans la presse, entre nous, et je
Je suis plutôt content d'avoir pris la parole parce que j'ai estimé qu'il fallait le faire sur des modifications qui devaient avoir lieu, que les militants soient plus sollicités, qu'il y ait moins de parlementaires dans notre équipe de direction, parce que je crois que l'ultra-parlementarisme peut amener une forme de notabilisation du mouvement. On n'en est pas là, mais c'est un danger qui nous guette. Il faudra débouger. Il faut travailler. Bon, voilà. Et moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, que ceux qui m'écoutent ne croient pas que la France insoumise est en train de se disloquer quand Mme Borne porte une attaque. On est rassemblés. Vous gardez quand même à l'agenda le meeting du 16 février qu'on a appelé meeting des frondeurs, qui est contre la réforme des retraites, mais qui est avec vous, Clémentine Autain, Éric Coquerel, François Ruffin, tous les écartés de la direction. Bien sûr, c'est une grande date. Mme Borne va annoncer cet après-midi, j'ai l'impression de répéter, c'est un meeting. Non, mais attendez, c'est un meeting contre la réforme des retraites. Et un meeting qui rassemble tous ceux qui sont écartés de la direction. Mais c'est dans la circonscription de Raquel Garrido, Bobigny, préfecture du département de la Seine-Saint-Denis, où on a 12 députés sur 12. Il faut faire un gros meeting. Il y a Éric Coquerel, Clémentine, etc., qui sont venus à l'invitation de Raquel. Et il y a François Ruffin qui vient. Et par rapport à nos débats, c'est peut-être aussi l'occasion de montrer qu'il y a là toute une série de gens. À nous aussi de démontrer une chose, c'est que le 16 février à Bobigny, il y a du monde. Donc si certains m'écoutent, save the date, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Une dernière réponse en oui ou non, parce que c'est un clin d'œil d'actu. Noël Le Graët qui sur Zidane dit « j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut », puis s'excuse, puis la ministre des Sports qui dit en gros ce serait bien qu'il parte. Vous vous dites il doit partir, le président de la Fédé de foot ou... Écoutez, je pense que ceux qui aiment le foot, je ne sais pas s'ils croient encore, il faut qu'ils arrêtent de croire au Père Noël parce que c'est le Père Fouettard, quoi. Non, franchement, il y a une vulgarité du personnage. Moi, j'étais en radical désaccord. En plus, durant la Coupe du Monde au Qatar, je pense qu'on aurait pu faire entendre une critique plus vive sur les conditions de cette Coupe du Monde. Et là, des propos homophobes, sexistes, une vulgarité vis-à-vis quand même de gens qui ont énormément donné au football français. Il doit partir. Oui, je pense qu'il doit partir. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Nous, on part également, parce qu'on laisse la place à